Bienvenue dans le Club des Gemmes, le podcast dans lequel les passionnés de gemmes se retrouvent. Je suis Benoît Ries, gémologue. Je vous invite à prendre un temps pour vous, rien que pour vous, autour de ces petites merveilles, fragments de notre planète Terre. Au fil des épisodes, je vais rencontrer et donner la parole à des personnes d'horizons différents. Ils utilisent les pierres, les étudient, les observent, les transforment, les collectionnent. Tout un univers s'ouvre à nous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Aurélie Després, artiste joaillière passionnée des pierres, des minéraux et du vivant tout simplement. Elle réalise des bijoux éco-responsables avec un soin particulier dans le choix des ressources utilisées ainsi que des personnes y travaillant. Mais je ne vous en dis pas plus pour vous laisser découvrir ce nouvel épisode en compagnie d'Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Benoît. Alors, bienvenue au Club des Gemmes sur le podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter juste en quelques mots ? Alors oui, pas de souci. Je suis Aurélie Després, artiste bijoutière joaillière autodidacte et je suis la marque With Joaillerie. Eh bien, parfait. Et on parlait un petit peu avant, en préparation de cet entretien, et tu m'as dit que tu avais passé un bac scientifique filière biologie, je crois, si je me souviens bien. Tout à fait. Et j'imagine qu'à ce moment-là, tu n'avais pas vraiment en tête qu'un jour tu serais bijoutière, artiste. C'est pas vraiment ce qui va par la suite, on va dire, comme filière classique. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être revenir un peu sur ton parcours et puis me dire qu'est-ce que tu as fait alors juste après le bac, tu as eu le bac en poche et puis tu es parti dans quelle direction en fait ? Alors, ça a été un parcours un petit peu atypique. Justement, comme tu dis très bien, j'ai eu mon bac scientifique en option biologie parce que la bio et tout ce qui est exploration, observation du vivant et compréhension du vivant, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Mais j'étais destinée plus à une carrière en laboratoire. À la base, je voulais travailler dans les nanotechnologies pour tout ce qui était progrès dans la médecine, pour aider à la réparation des corps. Pour diverses raisons familiales, j'ai commencé à travailler juste après mon bac, donc j'ai pas poursuivi mes études et j'ai fait un grand parcours en fait dans la vente, le management, le commerce et je me suis retrouvée pendant plus d'une décennie en fait, bien 15 ans en fait dans ce secteur-là, avant de faire une reconversion professionnelle à la trentaine, en me disant que au vu de handicap qu'on venait de me diagnostiquer, qu'il fallait que j'aille vers un domaine sur lequel je prenne plus soin de ma santé. Et je m'étais dit, autant recommencer quelque chose qui est plus proche de la biologie, vu que j'ai toujours peint, sculpté, etc. de mon côté. Je me suis dit, pourquoi pas prothésiste dentaire. On allie la sculpture avec quelque chose qui a trait à la médecine. Oui. Et je me suis dit que le changement pourrait être intéressant. Mais ce qui s'est passé, c'est assez drôle en fait. Je suis allée à une école sur Montreuil qui faisait des portes ouvertes. Et je me suis dit super, je vais prendre des informations, j'en ai pour une petite demi-heure, ça va être intéressant. Et il s'est avéré que je me suis retrouvée pour un test d'aptitude en fait. Donc c'était pas du tout une demi-heure, c'était bien 3 bonnes heures. Oui, d'accord. Il y avait un questionnaire sur nos connaissances scientifiques et biologiques. Il y avait un test pratique aussi, et là ça a vraiment déclenché quelque chose chez moi parce que on a fait le tour du laboratoire avec tout ce qui est matériel médical, les fours à céramique, les appareils de fonte. Et l'épreuve pratique, c'était une mâchoire où il fallait sculpter une dent en fait par rapport à un dessin, et puis pour que ça soit harmonieux par rapport à la mâchoire. Et on sculptait en cire. Moi, j'avais sculpté quelques matières, mais jamais sur cire pour l'instant. Et là, je me retrouve avec... en fait, c'est assez spécifique pour la prothèse dentaire. On chauffe l'outil et on travaille par apport de matière. En fait, c'est pas tu vas gratter pour enlever la matière, c'est tu vas en la rajouter. Oui. Et du coup, je fais ça et j'adore, mais vraiment énormément.
C'est rigolo parce que la prothésiste dentaire jusque bijoutière, pour le moment, comme ça, je me serais dit, ouais, il n'y a pas tellement de points en commun, mais finalement, ouais, il y a déjà là, la cire, Ouais, tout à fait. il y a des choses quand même en commun là. C'est ça. Qui t'ont ensuite emmené vers la bijouterie, j'imagine. Bah, c'est ça qui a été drôle, c'est qu'en fait, donc j'ai sculpté une dent, j'en ai sculpté 3. Et à la fin, du coup, on a un entretien, on attend une petite demi-heure, puis ils viennent nous chercher individuellement. Donc ils me disent oui, A+ dans toutes les matières, vraiment parfait niveau, une grande dextérité. En plus, je fais oh là là, je fais la cire, j'ai adoré. Donc vous avez vu, c'est génial. Je fais ah oui, c'est génial, je deviens bijoutière joaillière. Ah, d'accord. Et vous faites pardon, je fais ah non mais je suis désolée, je rentre pas dans l'école, je monte pour entreprise, je deviens bijoutière joaillière. D'accord. Et du coup, le mois suivant, je m'étais enregistrée et 3 mois après, je commençais, je faisais ma première collection en mars 2020. Donc, on m'a dit que le timing était atroce. Oui, par rapport au Covid, j'imagine. Ouais. Ah, j'ai lancé ma première collection, je crois, 24 heures après l'annonce du premier confinement. Aïe, 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 ouais, d'accord. Enfin, aïe, 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 ça peut être aussi une opportunité, mais c'est vrai que là, ça a dû être dur. C'était pas prévu, quoi. Ça, c'est sûr. Mais l'un dans l'autre, c'est vrai que c'était pas mal, vu que, en tant qu'autodidacte, ça m'a permis d'avoir le temps de faire beaucoup d'expérimentation et de recherche. Mais c'est vrai que pour une croissance d'entreprise, les ventes n'ont pas été au rendez-vous tout de suite, parce que c'est quand on n'a pas de boutique physique, que les gens ne nous connaissent pas encore, et que là au niveau de tout ce qui était marketing digital et tout, toutes les marques étaient très très présentes en ligne avec de l'ancienneté au niveau de leur référencement. Moi, je venais juste débarquer, donc c'était vraiment très bancal, quoi. Mais en même temps, tu avais quand même une bonne expérience en marketing là, d'une bonne dizaine d'années, si tu me disais. Ou c'était pas vraiment exactement le même domaine. C'était pas du tout le même domaine, parce que j'ai été par exemple dans liquide pour cigarettes électroniques. Donc j'étais en assistance de direction, j'étais dans la fabrication. Donc je gérais des gens qui venaient déjà nous voir parce qu'on était déjà établis. J'ai été aussi dans tout ce qui est textile, alimentaire. J'ai été dans le jeu vidéo aussi, donc c'était vraiment différent dans le sens où moi là je démarrais de A à Z. J'avais une identité à construire et je n'avais pas déjà de place établie ou de portefeuille client ou de prospect. En fait, personne ne me connaissait. Oui, donc tu as dû travailler et apprendre tout ce qui était SEO et compagnie, quoi. C'est ça, j'ai dû travailler sur tout ça, et il faut dire aussi que ça a été beaucoup plus simple à partir du moment où tout a réouvert et j'ai pu faire mes premiers salons artisanaux, parce que mon style a vraiment impacté les gens. Ils y ont été très très sensibles, et de là justement j'ai pu faire au fur et à mesure ma clientèle, qui est une clientèle récurrente en fait. En général, les gens me prennent une pièce, puis 3, 4, 5, et c'est des commandes pour eux, pour la famille. Donc c'est vraiment très très gratifiant. Et le rapport humain se développe énormément aussi. Donc ça, c'est vraiment très très c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et c'est pour ça que dans ma reconversion, je voulais vraiment être dans l'artisanat et pas par exemple dans quelque chose de très dématérialisé. J'avais vraiment besoin de ce contact humain. Ouais, et puis du contact de la matière aussi, en fait. Quand on parlait de créer avec de la matière, du vrai, quoi. Enfin, du concret, on va dire. J'ai l'impression. Complètement. Et ce qui est drôle, c'est que quand j'ai arrêté mes études, cette période charnière autour de mes 18 ans, à l'époque, je m'étais dit, j'aimerais bien faire joaillière. Déjà, c'est quelque chose qui m'avait interpellée à l'époque. Je m'étais dit, il va falloir que je commence à travailler assez rapidement. Est-ce que je ferais pas joaillière? Donc, je m'étais renseignée auprès de la Haute École de joaillerie rue du Louvre à Paris. Oui. Mais à l'époque, j'avais pas du tout les moyens de me payer ces études-là, donc j'avais abandonné. Mais c'est quelque chose qui m'avait beaucoup intéressée, sachant que j'étais déjà collectionneuse de minéraux. Enfin, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis toute petite, et je crois ma mère m'a dit que à 3 ans, j'étais le genre de fillette qui à la plage ne va pas se baigner, mais ramasse tous les cailloux qui passent. Et un de mes mots favoris, ça avait été la métisse.
Ouais. Les pierres, on va en reparler là dans la dernière partie de l'entretien, mais c'est vrai, ouais, bah, je comprends. Donc c'était vraiment là déjà, quoi, de les pierres et puis même la joaillerie, en fait, finalement, t'avais déjà ça en toi. Et puis bon, c'était une parenthèse, quoi, la décennie un petit peu de marketing. Oui, bah, je pense qu'en fait, ça m'a permis de faire mes armes, de m'affiner au niveau de mon profil artistique, en fait, de Oui. découvrir le message que j'avais à transmettre et d'acquérir une aisance au niveau du contact humain, du contact avec la clientèle, qui n'était pas forcément inné quand on a beau être créatif, on n'est pas forcément à l'aise pour parler de son travail, en fait. Ah non, c'est pas évident. On est même souvent la dernière personne la plus adaptée pour parler de son propre travail. Parce qu'il faut se mettre en avant, faut réussir. C'est vrai que, enfin, je comprends ce que tu veux dire. C'est pas forcément évident, ouais. Ouais, bah là, par exemple, moi, j'ai fait beaucoup de dessins et de peintures. Et si j'avais dû en vendre 2 dans toute ma vie, ça allait être le maximum parce que déjà, je n'osais pas les montrer. Et j'avais ce genre de malaise à en parler. Mmh. Et Oui. là, c'est vrai qu'au niveau de la joaillerie, c'est vraiment le médium qui est sur lequel j'arrive à m'exprimer hyper facilement et je suis vraiment très très contente, quoi. Ouais, c'est super d'avoir trouvé voilà son truc, quoi. Et t'as dit plusieurs fois que t'étais autodidacte et moi ce que je me demande là aussi c'est un peu qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix si c'en était un choix. Est-ce que t'as été un peu forcé à apprendre ça parce que tu parlais aussi un petit peu de soucis de santé, donc peut-être que c'est aussi lié à ça ou pas du tout? Un tout petit peu dans le sens où j'ai une fatigabilité, du coup, je suis obligée de gérer mes temps de travail en fonction, un peu au jour le jour, en fonction de mon état physique, en fait, si j'ai des grosses douleurs ou pas. Donc, ce sera plus paperasse. Si j'ai des grosses douleurs, par exemple, je pourrais pas forcément partir et me mettre à forger. Mmh. Mais ça a été ça. Et puis aussi, je suis quelqu'un euh, qui est assez impatient en fait dans l'apprentissage. Le format classe est quelque Ouais. chose que j'ai beaucoup subi en fait dans ma scolarité où j'avais pas mal d'avance par rapport à mes camarades et je perds patience assez rapidement en fait. J'ai besoin que ça aille très vite Ouais, et t'apprenais vite et donc tu voulais pas, ouais, les fesses sur une chaise, c'était compliqué, quoi. c'est ça, à répéter 50 000 fois la même chose alors que j'ai déjà intégré. C'est vrai que l'idée de repartir dans quelque chose comme ça, qui est au demeurant très bien pour beaucoup de monde, en fait, je dis pour la majorité des gens, c'est normal, la répétition du geste va faire que. Mais vu que j'ai, par exemple, je suis hyper laxe, donc bloquer mes articulations, par exemple, faire un effort je pense par exemple aux techniques de repercer, c'est Mmh. quelque chose qui est très difficile et très pénible physiquement pour moi. Je me fais mal en fait. Ouais. Donc, imaginez des séances de cours où, pour l'apprentissage, on a besoin de faire pendant 3 semaines d'affilée que du repercé tous les jours. Clairement, pour moi, c'est physiquement impossible. Je vais vraiment me blesser, je vais me faire des déchirures, je vais être en arrêt pendant 6 mois. Donc, c'est des techniques que j'ai appris moi en prenant des postures, etc., qui sont adaptées en fait à ma pathologie Mmh. et qui me permettent de gagner un peu de temps sur certains éléments ou bien par exemple au lieu de le faire directement en métal, je vais faire du repercé sur cire sur certaines épaisseurs ou alors faire une sculpture sur cire, le dégrossir et après une fois l'avoir coulé affiner en repercé, mais je suis obligée de compartimenter différemment en fonction justement de ma spécificité. Oui. Donc, tu as réussi à trouver tes marques, en fait, et à vraiment adapter ton apprentissage par rapport à, voilà, à ta condition, quoi. Moi, c'est totalement ça et c'est pour ça que pour moi c'est vraiment que je me définis aussi comme artiste parce que je l'envisage vraiment comme de la sculpture et en sculpture il y a des règles globales de volume, etc. Mais au niveau de la technique, on va prendre à peu près tout ce qui nous tombe sous la main pour arriver au résultat voulu. Il n'y a pas Mmh. vraiment d'outils spécifiques qui va être imposé et obligatoire pour toutes les étapes. Il y a toujours moyen de développer ses propres techniques justement pour s'améliorer et pour arriver au résultat qu'on attend. Et c'est Ouais. pas forcément quelque chose qu'on peut apprendre en école où on va déjà vous apprendre les gestes
pour vous orienter pour être employable en atelier. En fait, c'est l'objectif principal et ce qui est normal de toute façon. Oui, non, c'est normal. Et puis bon, en école, souvent, c'est une formation initiale, donc ça veut dire que c'est quand même des élèves qui n'ont pas le même âge non plus. Là, si tu es en reconversion, tu auras déjà une maturité que les élèves n'auront pas. C'est sûr que c'est pas la même chose quoi, à suivre. Oui, c'est sûr, on n'a pas la même vision des choses, la même maturité, la même conscience de soi-même et de ses faiblesses et de ses forces à 18 ans qu'à 30, 33 ans. Non, c'est clair. Et je me demandais de quelle manière, en fait, parce que j'imagine que ça doit parler pas mal, ton expérience et ton parcours, là, à d'autres personnes aussi. Et concrètement, un peu, quelle manière tu as fait pour apprendre, avec quel support, des livres, des sites internet, des formations en ligne, je sais pas. Oui, en fait, j'ai beaucoup... je suis trilingue, donc j'ai regardé beaucoup de vidéos, en fait, sur YouTube, sur pas mal de réseaux, pour voir les gestes, pour essayer de comprendre au niveau des métaux, des matériaux, etc. Donc ça a été quelque chose qui a été très très formateur pour moi parce que ça m'a permis de tout simplement de m'initier de façon plus approfondie, vu que je ne suis pas du tout du milieu, des personnes dans ma famille, dans mes connaissances qui vient du milieu de la bijouterie joaillerie. Donc c'est vrai que ça a été quelque chose de complètement nouveau pour moi et j'ai eu besoin d'avoir des références. Les références à l'époque étaient beaucoup plus faciles à trouver sur tout ce qui était réseau nord-américain. Donc que ce soit États-Unis, Québec, Canada, j'ai eu beaucoup de sources par ces médias-là, sachant que il faut quand même voir que les vidéos qu'on a sur le net sont pas forcément adaptées à ce qu'on trouve en France ou au niveau des exigences qu'on peut avoir au niveau de la bijouterie et joaillerie en France. Oui. Un exemple très simple, aux États-Unis, et c'est la seule formation que j'ai prise avec un ciseleur qui est dans l'Essonne, ça a été le certiclo. C'est quelque chose qui paraît tout bête, vous avez la pierre, vous avez donc le certi, et vous allez rabattre le métal sur la pierre, en martelant. Aux États-Unis, ils vous montrent qu'ils font ça avec une petite cuillère. Ils rabattent les choses, mais avec tout et n'importe quoi. Du moment que c'est en acier et que c'est poli, vous rabattez. Et moi, j'ai essayé. Je me dis, mince, c'est dingue quand même. Ça fait 2 jours que je passe dessus. Ça a un rendu un peu atroce. Pourquoi je n'y arrive pas? Et j'ai appris qu'en fait, les alliages qu'ils utilisent pour faire ça aux États-Unis, non seulement pour l'argent, on est sur de l'argent pur, alors qu'en France, on a un alliage 925-950. Ouais. Donc c'est plus malléable. Déjà un métal plus rigide. Et ils utilisent des épaisseurs, mais extrêmement fines. Par exemple, ils utilisent du 2-3 dixièmes, là où en France, on utilisera du 6 dixièmes. Donc on est proche du millimètre en France, tandis qu'ils sont proches du dixième de millimètre aux États-Unis. Ce qui fait que forcément, il y a une moins grande résistance, etc. Donc, c'est d'autres préoccupations au niveau technique. Mais pour le coup, il a été impossible que je le repousse à la petite cuillère comme je le voyais en fait. Et là, j'ai dû apprendre à marteler, à créer mes ciselés parce que je n'utilise pas de marteleur automatique, je le fais à la main. Donc là, voilà, c'est tout le problème qu'on peut avoir sur les vidéos quand on les regarde et qu'on n'a pas conscience de tout ce qui est déjà contexte légal au niveau des alliages et aussi le grossissement qu'on peut avoir sur les vidéos qu'on regarde. Oui. On va pas vraiment se rendre compte de la réalité. Et après, il y a aussi quelque chose, là, j'étais en train de chercher. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est une application, un lexique, en fait, qui a été fait par Armelle de Blanchard, qui fait AZG Wells. Donc, c'est le lexicon qu'elle a fait. Je te donnerai tout à l'heure, à la fin de notre discussion, le lien, si ça t'intéresse, pour le mettre en podcast. Oui, je pourrais le mettre dans les informations de l'épisode. C'est un outil qui est vraiment formidable. Ça permet de traduire en fait des lexiques spécifiques au monde de la bijouterie joaillerie, parce que en anglais ou en français, on va pas forcément du tout dire la même chose. Et par exemple, un chaton en français, c'est un home setting en anglais. Ça n'a rien à voir. Et du coup, si on ne le sait pas, de base, qu'on sait pas par exemple qu'un chaton, ça s'appelle un chaton en français, ce serti avec des griffes en fait,
on va vraiment pas pouvoir le deviner et dans la vidéo on va pas comprendre en fait de quoi il s'agit, ou alors on va essayer d'en trouver en France ou de trouver des vidéos qui en parlent en français, mais l'équivalent en fait n'existe pas textuellement. Il va falloir vraiment utiliser un mot spécifique dans notre langue. On va peut-être passer à la deuxième partie où on va parler plus de ta marque, de l'univers de ta marque. Et je vois que l'univers de ta marque, elle est résolument tournée vers l'éco-responsable. En tout cas, c'est une composante très importante de ta marque. Moi, je suis également personnellement particulièrement sensible à l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement et les personnes qui travaillent dans cette filière, dans la filière de la bijouterie et des pierres. Et j'imagine que vous n'êtes pas le seul en tant qu'auditeur vraiment dans de cet intérêt et comment dire, ce choix, c'est souvent un choix assez personnel quand même qui vient d'expérience. Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu du chemin qui t'a amené à proposer des créations éco-responsables et à vraiment mettre l'accent sur cet aspect éco-responsable? Avec joie, en fait, ça commence vraiment avant que je rentre dans ce milieu-là. J'ai eu plusieurs étapes dans ma vie, du coup, qui m'ont fait envisager les choses sous la notion de cycle, en fait. Donc, c'est pour ça que WIT Joaillerie, donc c'est WIT. Mais quand j'ai lancé ma marque, c'était le nom d'artiste que j'avais avant, c'est Witness of the End, donc témoin de la fin. Parce que pour moi, la notion de cycle, c'est la fin d'un cycle n'est que le début d'un autre. Donc en fait, que ce soit dans le cycle du carbone, dans lequel on s'inscrit justement au niveau climatique, le cycle de la vie, le cycle des saisons, le cycle justement du carbone et des minéraux, parce que ne serait-ce que on prend quelque chose de simple, on trouve des minéraux dans le sol, qui sont absorbés par les végétaux, les animaux plus bas dans la chaîne alimentaire que nous les absorbent. Nous les mangeons après, que ce soit les minéraux ou pour les gens qui mangent de la viande, les bovins, etc., les animaux d'élevage. Et tous ces minéraux-là, en fait, nous servent déjà au fonctionnement de notre corps, mais à construire nos os, à construire nos dents, qui sont en fait des minéraux comme les huîtres, par exemple, peuvent faire des perles ou leurs coquilles. Nous faisons des minéraux aussi nous-mêmes. Et le jour où nous décédons, tout ceci repart dans la terre et en fait, on fait partie intégrante en tant qu'être vivant aussi du cycle des minéraux. C'est vrai. Et c'est quelque chose... C'est dingue même, oui, de penser à ça, mais oui. Ensuite, même les végétaux vont réutiliser en fait les minéraux qu'on libère après notre mort. Donc c'est vraiment un cycle de la vie. C'est ça, et végétaux qu'on peut, justement, par rapport à l'influence sur l'écosystème aussi, végétaux que si on les brûle, ils libèrent leur carbone dans l'atmosphère au lieu de le réintégrer dans le sol. Donc c'est vraiment toute cette notion-là en fait de cycle qui m'est apparue et que j'étudie dans ma joaillerie et bijouterie aussi, parce que bon, joaillerie, on va le définir, c'est à partir du moment où vous utilisez des joyaux, donc des pierres précieuses. Pierres précieuses, l'appellation est plus très exacte maintenant, donc du coup des pierres gemmes. Et c'est mieux. Voilà, tout à fait. Ouais. Et pour le coup, bijouterie, ça va être pas forcément et plutôt sans utilisation de pierre. Donc je fais les deux parce que j'aime bien traduire l'organique dans le métal. C'est vraiment ce qui m'a poussé à utiliser la cire aussi. C'est que j'aime en fait par une abstraction des formes. Donc quand vous regardez mes créations, vous voyez vraiment des formes très ondulantes, sinueuses, avec des granulations, des petits accents lumineux, etc. J'utilise beaucoup sur l'argent, c'est tout ce qui est patine. Comme ça crée des profondeurs, des ombres. Et l'idée derrière, en fait, c'est par des abstractions organiques. Donc, je ne donne pas de forme définie en général. J'aime que les gens, avec leur propre univers intérieur, interprètent le bijou. Par exemple, vous pouvez prendre 5 personnes qui vont voir la même bague chez moi et vont dire ça c'est drôle, c'est du corail, ça ce sont des racines d'arbres, ce sont des branches d'arbres, ça me fait penser à des bois de serre, on dirait du mycélium. Et chaque personne en fait va se projeter et projeter son univers intérieur sur le bijou. Donc en fait ça va pas être en général, je considère pas que c'est un achat de bijou, mais plutôt une adoption, parce que les gens se l'approprient réellement.
Et le sous-texte, en fait, qui est dedans et que j'explique, en fait, aux gens quand ils me demandent mais pourquoi vous avez fait un corail et tout, je leur explique que eux l'interprètent comme ça, d'autres personnes vont l'interpréter différemment. Et au final, ce que ça montre, c'est que dans la nature, à contrainte environnementale équivalente, donc par exemple de fluide, on parle de courant d'air ou d'eau, un organisme va s'adapter de la même façon. Donc, par exemple, les branches de coraux, les branches d'arbres, qui leur permettent de croître tout en respectant les contraintes du fluide dans lequel ils évoluent. Et ce qui veut bien dire en fait que on est tous liés au niveau macroscopique, en fait, au niveau à l'échelle de la planète. Les organismes réagissent de façon équivalente pour la simple et bonne raison que on vit sous les mêmes contraintes. Oui, c'est quand même dingue. Moi, j'ai lu récemment un livre sur les biominéraux assez incroyable. Enfin, c'est un pavé et assez scientifique, mais c'est par rapport aux dendrites dans les agates dendritiques. Et donc, en fait, c'est les mêmes schémas que les branches d'arbres et que tout ce dont tu parles. Et c'est dingue de voir ça, qu'en fait, au niveau minéral, après, ça suit aussi ces schémas. Oui, non, mais c'est ça. Et c'est pour ça, parce que ce que j'ai constaté aussi au niveau... c'est pas une grande surprise, j'ai aussi une grande sensibilité au niveau de la protection de l'environnement et tout ce qui est écologique. Ce que j'aime pas, c'est quand on parle de l'environnement. Les gens parlent de l'environnement comme si c'était quelque chose d'extérieur, en fait. Mais on en fait partie. J'aime bien remettre justement l'humain par ses perceptions au centre, en fait, de l'écosystème, parce que c'est comme ça qu'on peut mieux le percevoir et comprendre, en fait, les impacts et les enjeux c'est clair. sont en cours, vraiment en s'intégrant dedans et non pas en considérant que voilà, il y a la campagne, il y a la montagne, il y a la mer, il y a la ville. Non, en fait, tout est lié et on est dans tous ces environnements-là, en fait. Je suis complètement d'accord avec toi et ce que je me demandais là, c'est par rapport à ta marque et puis à ce que tu fais, c'est quoi concrètement, quelles sont les actions en fait que tu mets en place pour que ta marque soit éco-responsable ou en tout cas que tu parles de éco-responsabilité dans les bijoux que tu crées. Tu pourrais peut-être me dire un peu. Je rigole. Je ne fais absolument rien. Je sais bien, que c'est le contraire. Mais... Non, mais en fait, déjà, on va commencer par les matières premières. Tout le métal que j'utilise est acheté en France. Donc, c'est moi qui l'achète sur Paris, par exemple à Cookson, à Selfort, à la Simple, la Sample, etc. Il faut savoir que les métaux précieux, et c'est là où c'est très important en fait de montrer que dans notre secteur d'activité, donc quand on parle de joaillerie éthique et de bijouterie éthique, pour ce qui est de l'artisanat français, c'est un peu du greenwashing dans le sens où aucun bijoutier joaillier français n'a jamais jeté son or ou son argent. Ça n'existe pas. Ça fait des siècles qu'on ne fait pas ça et c'est normal. Et en fait, toutes nos chutes sont soit on les refond nous-mêmes. Par exemple, j'ai certaines de mes granulations sont des chutes d'atelier que je refonds pour pouvoir les intégrer à une nouvelle création. Sinon, on envoie la limaille, donc ce qui est tout ce qu'on lime, donc avec quelques poussières d'acier aussi, des limes, etc., chez des affineurs qui le retransforment. Et en fait, le métal que l'on achète en France est issu à 99% du recyclage, que ce soit pour l'or ou l'argent. Et le rare or qui est miné, il n'arrive quasiment pas, est issu d'or Fairmine. Donc en fait, le fait d'acheter son métal en France, dans des grandes entreprises, comme voilà, je recite encore la Simple, la Sample, Cookson. Bon, c'était trois, comme ça, quoi. Les questions de droit à l'image et de marque. Ouais. Mais vous êtes sûr, en fait, d'acheter quelque chose déjà qui soit stable au niveau de l'alliage, parce qu'ils sont faits en très grande quantité, donc il n'y a pas de bulle d'air, il n'y a pas de cassure ou de choses comme ça, donc au niveau de la qualité du métal, vous êtes tranquille là-dessus. Et c'est aussi issu du recyclage et sans trace de nickel ou autres composés qui pourraient être cancérigènes, tératogènes ou allergisants. Donc ça, déjà, c'est une première chose. Le métal que j'achète et que j'utilise est complètement sûr. Et quand je le rachète auprès de particuliers, donc je fais de la transformation aussi. Par exemple, tout ce qui est bijoux qui sont cassés, dépareillés,
plus au bout de ma clientèle, je les prends, je les refonds. Donc en fait, je vais les ramener soit à l'affineur pour repartir sur un alliage très stable et partir sur une CRD par exemple, ou je peux en garder une partie pour faire des granulations, des bélières, etc. à la demande du client. Mais pour mes créations organiques, en général, je préfère repartir à l'affineur pour des questions, comme je l'ai dit plus tôt, de stabilité de l'alliage et de résistance du métal fini. Donc voilà, ça pour les métaux. Ensuite, pour les pierres, donc soit je réutilise une partie de celle de ma clientèle, soit j'achète auprès de gémologues pour justement avoir une traçabilité et puis être sûr en fait de ce que je vais acheter. J'ai quelques petites connaissances dessus, mais je ne suis pas du tout diplômée, donc je peux pas comparer avec la vie professionnelle. Soit j'achète directement auprès des mineurs, par exemple tout ce qui est opale australienne. J'achète directement auprès de mineurs en Australie et je les taille moi-même avec l'aide d'un confrère en fait qui est pas très loin, qui est basé à Robinson, c'est Stéphane Renard, oui, qui est aussi prof de taille. Ça sera le prochain entretien. J'ai déjà pris rendez-vous avec lui, donc. Ah bah ça va être super. Voilà. Franchement, c'est quelqu'un de très passionné, très intéressant. Vous avez beaucoup amusé. Et, du coup, voilà, c'est avec lui que je taille et ça me permet de proposer des pierres très éthiques. Pareil, j'ai aussi un réseau de partenaires et amis qui sont devenus amis du coup avec à force de travailler avec et de se rencontrer sur les salons, etc. Qui prospectent en France et qui taillent aussi. Donc, par exemple, je peux citer Alexandra, qui est géologique garden. Elle ramasse dans sa région, donc en Auvergne, elle ramasse saphir, petit péridot, améthyste. J'ai aussi des gens qui sont au niveau des Alpes et du Mont Blanc qui ramassent du quartz français et qui le taillent en fait. Donc ça permet d'avoir que 2 personnes sur la totalité du bijou. Donc moi qui m'occupe de toute la partie métal et puis une autre personne qui s'occupe de la prospection et de la taille de la pierre. Et ça fait un travail 100% local, 100% français, avec un respect de l'environnement, parce que on ne dynamite pas en France, on ne prospecte pas au mercure ou des choses comme ça non plus. Donc ça va être des choses vraiment très mécaniques, très manuelles. À taille humaine. Et très humaine, tout à fait. Et savoir voilà exactement d'où vient le bijou. Évidemment, ça a un coût supérieur à l'achat de pierres, par exemple, taillées en Inde. C'est des pierres que je propose aussi sur demande parce que bon, il en faut pour toutes les bourses. Je peux comprendre qu'on puisse avoir les moyens de se payer le travail d'un artisan bijoutier joaillier français, mais pas forcément d'un lapidaire français en plus. C'est quelque chose que j'entends très bien. Donc là-dessus, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais apporter mon expertise au niveau du choix de la pierre, arriver à proposer à mes clients des pierres avec du caractère, des pierres avec certaines qualités particulières. Par exemple, pour partir sur du travail qui n'est pas français, je peux proposer des pierres afghanes et pakistanaises, où je connais justement, j'ai un réseau de partenaires locaux, les pauvres en Afghanistan, avec ce qui s'est passé avec leur revenu au pouvoir des talibans, c'est très difficile pour eux. Mais je connais des familles en fait qui ont des mines là-bas et qui sont des coopératives paysannes qui, en plus de leur agriculture, ramassent quelques brutes et après les font tailler. Et du coup, ça permet d'avoir voilà des pierres un peu éthiques comme ça. Pareil au niveau de Madagascar, j'ai une autre Alexandra justement qui est propriétaire d'une mine là-bas et du coup je vais travailler plusieurs familles malgaches pour avoir voilà, des pierres sourcées éthiques. On a aussi des pierres australiennes. Je connais cette autre Alexandra aussi. Ah bah, voilà. Et il y a Sophie aussi de Soulagem qui, elle, travaille avec l'Australie beaucoup pour notamment des saphirs. Donc voilà, ça permet d'avoir... j'ai un réseau qui permet de proposer des pierres éthiques à divers budgets en fonction de la pierre que l'on cherche aussi. Mais il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de fatalité. On peut en avoir réellement, en fait. C'est vraiment plein d'actions concrètes que tu as mis en place et ça a du sens, hein, tout ça. Ah, et puis pour finir, ce que j'allais dire, parce que je travaille avec beaucoup d'artisans et pas que dans le milieu de la bijouterie et joaillerie. Mais par exemple, pour mes écrins, pour mes pièces uniques haut de gamme, j'ai
une amie qui est Emmanuel qui a la marque By Manet qui est à Imy dans l'Essonne, donc dans mon département, et qui elle me fait des écrins en céramique. Ah donc ouais. ça permet d'être complètement en zéro déchet là-dessus, d'avoir un écrin qui bon, déjà ils sont magnifiques, vraiment super travail, et ils soient complètement réutilisables. Oui, donc là, tu as vraiment l'entièreté de la création et du produit. Et réfléchi, voilà, pour pas créer de déchets, pour encourager l'artisanat local, et puis faire en sorte que quand vous achetez un bijou, bah, vous allez acheter quelque chose de durable, ça va être vraiment un instant, et en fait, il y a rien à cacher dessus, vous pouvez vraiment être de A à Z pour expliquer comment il a été fait, d'où il vient, et être sûr, en fait, de ce que vous achetez, il y aura jamais un moment donné où un client va me dire voilà, je voudrais une bague comme ça. D'où vient le métal, d'où vient la pierre? Je vais me dire, moi, ça, vous savez, on n'en parle pas trop, ça, c'est secret, tout ça. Moi, je suis entièrement transparente sur tous les étapes de fabrication. Quand je fais appel à un prestataire, par exemple, moi, quelque chose que je ne fais pas moi-même, ce sont les pavages. C'est pas, j'ai pas les outillages pour faire un certi de précision comme ça avec la ligne nucléaire. Donc, je fais faire par des confrères qui sont certisseurs, tout simplement. Et du coup, si quelqu'un a à faire une réparation ou quelque chose comme ça qui comprend un pavage, je vais dire, voilà, cette partie-là, c'est moi qui vais la faire. Cette partie-là, c'est un confrère ou une consoeur certisseur qui le fera parce que je n'ai pas l'infrastructure pour le faire. Tout comme tout ce qui est opération au laser. Je n'ai pas de laser à l'atelier. Je vois, mais c'est bon. Déjà, moi, je voulais dire bravo pour tout ce que tu as mis en place, là, toutes les actions. Voilà, comme je disais tout à l'heure, ça a du sens. C'est vraiment holistique. Voilà, ça prend tout en compte. Et j'aimerais maintenant aborder un peu la dernière partie de l'entretien qui est plus sur les pierres qui te parlent, qui te font vibrer. Et je vois que sur ton compte Instagram, tu as un grand panel de pierres, quoi. Tu proposes vraiment des créations avec plein de pierres différentes. Ça donne l'impression, en tout cas, que tu aimes beaucoup de pierres. Ça, je pense ne pas être trop loin du compte. Mais ce que je me dis, c'est que bon, il y en a peut-être quelques-unes que tu apprécies plus particulièrement. Est-ce que tu aurais une pierre, des petits chouchous ou des pierres que tu apprécies particulièrement? Oh mon Dieu, Benoît, tu sais pas ce que tu viens de déclencher. En me demandant de parler de pierre, oh mon Dieu. On n'a pas trop de temps non plus, mais voilà, si tu peux. Je vais essayer de me contenir un peu. Alors, déjà, on va partir sur des amours historiques. Donc, j'adore l'améthyste. J'adore cette couleur violet depuis toute petite. Vraiment, je crois, à 3 ans, je commençais déjà à bloquer dessus et à en chercher, à essayer d'en ramasser. Dès qu'il y en avait dans en bijouterie, je bloquais dessus. Donc voilà. L'améthyste, ça a été l'améthyste et le quartz. Donc la famille quartz, ça a vraiment été les débuts parce que je pense que c'est déjà quelque chose que je pouvais ramasser sur les chemins quand j'étais petite et les fameux cailloux qui brillent. Donc voilà, c'était le début de la fin. Je comprends. Ensuite, j'ai découvert les opales. Et là, ça a été pire, parce que vraiment, une pierre avec une couleur qui est indéfinissable, vu qu'en fait, ce sont des microsphérules de silice qui décomposent la lumière, et donc, à la manière d'un prisme assez infini, change en fonction de l'éclairage, de l'impact que la lumière a dessus. Donc ça, j'ai complètement adoré. Et d'ailleurs, j'en taille justement parce que c'est une matière que je trouve vraiment très agréable aussi à tailler. C'est fragile, mais bon, après j'ai une petite affection justement pour les choses fragiles aussi, donc je reviendrai après. Donc voilà, ça j'adore. J'aime aussi justement en pierre fragile tout ce qui est sphène et sphalerite. Donc je sais pas si ce sont pas des pierres connues parce que ce sont des pierres déjà qui sont très tendres. Donc je crois que c'est quelque chose de 3 à 5 très grand maximum, mais je pense que c'est entre 3 et 4 sur l'échelle de Mohs, donc ce sont des pierres qui se rayent, mais elles ont un éclat exceptionnel. Ce sont des pierres qui ont un éclat adamantin, donc clairement adamantin qui est un diamant, qui ont un éclat digne du diamant, et c'est vraiment des pierres qui diffractent la lumière et réfléchissent
de façon extraordinaire. Vous avez une profondeur et une luminosité, un éclat qui sont vraiment dingues. Donc voilà, oui. Ça c'est clair. J'adore. Les pierres à effet aussi. Donc dans les effets que je préfère, ça va être l'effet Schiller qu'on peut retrouver sur les pierres de soleil, les sunstones. Donc il y a un effet de miroitement, scintillement. J'aime bien aussi, du coup, je crois que c'en est un dérivé. Il faudra me corriger si je me trompe, mais normalement les astérismes sont un effet qui a la même particularité, donc qui donne l'inclusion, mais du coup qui partent en branche. J'adore également. Et puis tout ce qui est changement de couleur. Alors ça, je suis extrêmement fan. Que ce soit la télébrescence, par exemple, sur les Acmanites, qui passe de blanc à violet, rose-violet, vraiment très très violent, en quelques minutes sous les UV, et pareil, perdre la couleur après. Ou les pléochroïsmes qu'on peut avoir, donc c'est quand une pierre a plusieurs couleurs en même temps, en fonction de l'angle sous lequel on la regarde. Que ce soit dans les saphirs, justement, vous avez des saphirs qui sont bicolores en fonction de l'orientation, assez extraordinaire. Moi, j'en ai eu un. D'ailleurs, c'était des saphirs d'Alexandra de Géologie Garden. J'ai fait une blague avec, donc c'est des saphirs d'Auvergne qui sont bleus à lumière naturelle et vert péridot à lumière artificielle. C'était extraordinaire. J'en avais jamais vu des comme ça. Je crois que, à ma connaissance, elle non plus n'avait jamais vu avec un color change aussi fort sur de la matière française. Et puis une de mes favorites, ça va être aussi la tanzanite. Donc pas la tanzanite telle qu'on la connaît, donc qui est une appellation commerciale qui désigne la variété bleue à léger à fond violet de la zoïsite de Tanzanie. Moi j'aime la zoïsite de Tanzanie naturelle parce qu'elle va avoir des changements de couleur qui vont du bleu au violet rose très franc jusqu'à un jaune vert en fait en fonction de l'orientation du cristal. J'ai la chance d'avoir quelques cabochons qui ont toutes ces couleurs là à l'intérieur. C'est extraordinaire en fait. Je comprends pas en fait pourquoi on aime autant la version chauffée qui garde que le bleu avec un violet en fond, alors que sinon on a une pierre vraiment magique qui change quoi. C'est dingue. Bon, je pense que c'est une question de mode, de société actuelle. Mais je pense que j'aurais dû plutôt te demander celle que tu n'aimes pas. Parce que je pense que là, te voyant passionné comme tu es, c'est vrai que là, en fait, il y a énormément de pierres qui te parlent. Ça, et même en ornemental, en fait. C'est ça le problème. On prend les gestes ordiculaires malgaches justement de Montauban qui sont magnifiques. On a aussi les quartz. J'aime beaucoup les quartz et j'aime beaucoup les quartz aussi pour leurs inclusions. Alors que ce soit les croissances fantômes, que ce soit les inclusions de fluides et de gaz, par exemple, j'ai des quartz du Pakistan qui ont des inclusions d'hydrocarbures en triphasé. Donc vous avez la phase solide, liquide et gazeuse dans les mêmes quartz qui sont déterminés comme des Herkimer. Enfin, c'est vraiment hallucinant. On en parlait tout à l'heure, là, des dendrites, qui sont dans les quartz ou les agates. Le quartz, c'est encore plus flagrant parce que c'est vraiment très, très transparent. Non, c'est vraiment, le monde minéral me passionne complètement, quoi. Ah, c'est vrai que là, on pourra en parler des heures, je sens. Non, mais vraiment, je sens. Et il y a tellement de belles choses, de belles pierres, de beaux minéraux, et on en découvre en plus régulièrement des nouvelles. Donc c'est presque sans fin, quoi. Hein, quand on met le pied dedans ou le nez dedans. Là, j'ai trouvé grâce à Emmanuel Barg de White River. De la calcédoine qui préfère donc avec cuivre natif. Donc la calcédoine qui est toute transparente avec différentes dégradations de cuivre à l'intérieur, donc ça peut partir du cuivre vraiment métallique, donc très brillant, et ensuite avec différents composants en oxyde, donc bleu, vert, et c'est n'importe quoi cette matière. Elle est ça c'est assez récent. Oui, c'est assez récent ça. Ils ont fait un article récemment. Sur Gems and Gemology,
sur cette découverte. C'est dingue, hein, oui, ce qu'on arrive à, ce qu'on arrive à trouver. Et puis moi, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est organique. Donc, tu me parlais de biominéraux. Il y a les perles, j'aime beaucoup aussi. Mais ce que j'aime bien également, donc il va y avoir les perles, il va y avoir les fossiles. Et là, dernièrement, donc on n'est pas encore dans le minéral parce que c'est de la corne, donc c'est de la kératine. Donc là, c'est vraiment une biomatière. Mais j'ai commencé à travailler de la corne de vache, en fait, tout simplement. Pour les élevages bovins, on coupe le bout des cornes pour pas que les vaches se blessent. J'ai la chance d'arriver à avoir un bout de cette matière-là et à travailler, à plier. C'est magnifique. Pareil, tout ce qui est bois. Là, je suis en train de travailler sur un nouveau projet alliant le bois, la corne, enfin des biomatériaux avec des pierres brutes ou du métal. J'aime énormément travailler justement des matières locales. Là, je travaille avec justement pour ça un ébéniste qui est un ébéniste menuisier qui est basé en Essonne et qui m'a fait un cadre en bois d'if, d'étampes en fait. Donc c'est à 15 km de chez moi. Et c'est vrai que j'aime bien marier tout ça, quoi. Ouais, je comprends. Je comprends. Moi, je suis pas bijoutier ni joaillier, mais j'aime aussi toutes ces matières, toutes ces gemmes. C'est vraiment incroyable, quoi. Bon, je te remercie, Aurélie. Je vais devoir arrêter parce que je pense qu'on pourrait durer des heures. Et voilà, j'encourage, ou en tout cas, j'invite les auditeurs à te contacter s'ils veulent continuer un peu la discussion avec toi. J'imagine que tu es ouverte. Que moi, 99% de mes créations sont en pièces uniques. Donc, il faut vraiment me contacter. On ne peut pas acheter directement sur le site. Ouais. Justement, pour te contacter, on fait comment ? Alors, c'est comme à Poudlard, c'est avec une chouette. Non, en fait, ça va être par email, principalement. Par email ou directement sur mes réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Instagram, Facebook, où vous avez le formulaire de contact aussi sur mon site internet, donc il va arriver par email. Et pas hésiter à le faire parce que vu que chaque création que je fais est faite à l'unité, même pour les modèles que j'ai sculptés et les rares collections que j'ai moulées aussi, le tarif va dépendre en fait de la matière, donc or, argent ou vermeil, ou de la pierre que vous choisissez. Par exemple, je peux très bien faire une pièce en argent avec un quartz et faire la même sur commande en or 18 carats avec diamant. Du coup, le tarif ne sera pas du tout le même. Pareil, si vous amenez vous-même l'or ou pas. Donc, avec, comme je disais précédemment, dans ces bijoux que vous voulez recycler, etc. Donc, voilà, je suis très, très adaptable et très, très modulable et j'ai très peu de pièces qui sont à vendre directement. Voilà, j'ai un petit stock, mais pas forcément à la taille de la personne ou autre. Donc, il faut vraiment me contacter. Et je pense que les auditeurs n'hésiteront pas à te joindre après ce bel entretien et toutes les démarches que tu mets en place. Je voudrais te remercier, Aurélie, et je te dis à bientôt. Merci beaucoup, Benoît, pour cette invitation et pour cet entretien qui a été vraiment très sympathique aussi. Et je suis contente d'avoir fait ta connaissance et puis à très bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. Pour soutenir ce podcast, vous pouvez simplement en parler autour de vous. Vous pouvez aussi laisser un avis 5 étoiles, ça permettra d'améliorer sa visibilité. Pour en savoir plus sur les pierres gemmes, je propose des formations 100% en ligne à suivre en autodidacte ou bien en accompagnement individuel. Ce serait comme avoir un gémologue avec vous à la maison. Ça vous dirait ? D'ici là, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.